Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui a pour objet de présenter le Test Driven Development et voir si ce mode de développement est compatible avec l'ISTQB. Dans un premier temps, j'essayerai de démystifier le Test Driven Development et de montrer comment le mettre en œuvre. Tout au long de cette présentation, nous identifierons ce qui est du ressort du TDD et ce qui est du ressort de l'ISTQB. L'objectif de TDD, tout comme d'autres méthodes de test, est de concevoir un code de bonne qualité, plus facilement maintenable et comprenant le moins d'erreurs possible, en définissant d'abord les tests et ensuite le code. TDD, ou les développements dirigés par les tests, est un terme ambigu, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que les testeurs dirigeraient des développeurs, mais plutôt que les tests unitaires guideront le développement, pas les développeurs, bien entendu. Parmi les problèmes principaux qui sont liés au développement, 3 problèmes sont récurrents et de première importance. D'abord, identifier les fonctions que le logiciel doit remplir, c'est-à-dire définir des objectifs clairs, puis, en deuxième lieu, s'assurer que le logiciel fait correctement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'assurer que les objectifs définis ont été atteints. En troisième lieu, c'est s'assurer que le logiciel n'a pas de défaut, qu'il est compréhensible, maintenable et facile à corriger. Ces 3 éléments permettent d'éviter que les coûts et délais de correction ne soient trop importants. L'ISTQB regroupe, elle, un ensemble de méthodes et de techniques ayant pour objet d'identifier le plus de défauts dans les logiciels qui ont été livrés, couplés cela à des méthodes de gestion d'exigence comme IREB ou REGBI. ISTQB essaye donc d'améliorer la qualité des logiciels. Il promeut aussi de bonnes pratiques de test, mais celles-ci sont parfois théoriques ou difficiles à implémenter. Je vous propose de voir, sur base de ce agenda, si ces 2 choses, TDD et ISTQB, sont compatibles. Dans le monde du développement logiciel, les tests sont repoussés jusqu'à la dernière minute, puis quelquefois même supprimés parce que l'on n'a pas assez de temps ou de ressources pour les effectuer à ce moment. Ceci entraîne la livraison au client de logiciels qui laissent à désirer avec des bugs. Et donc, un impact relativement élevé en termes de coûts et de délai. Ces corrections prennent du temps et sont bien entendu coûteuses, ainsi aussi qu'en termes de qualité, parce qu'on n'a pas le temps de trouver toutes les anomalies, et donc des insatisfactions de la part des donneurs d'ordre et aussi des utilisateurs. De plus, les clients et chefs de projet se demandent pourquoi les développeurs sont incapables de coder correctement dès le départ, au lieu de créer quelque chose de presque correct, puis de prendre du temps pour corriger le code jusqu'à ce qu'on s'assure que ça fonctionne correctement. Le premier problème est connu depuis extrêmement longtemps. Le second problème est quelque peu associé au premier, mais c'est plus un problème de vision par les divers acteurs du développement. L'agilité essaye de répondre à cela via l'organisation d'itérations courtes qui livrent du code fréquemment et d'équipes comprenant développeurs, testeurs et représentants des clients positionnés de façon géographiquement regroupée. Le principe du Test Driven Development est de travailler selon un cycle court de 3 activités qui se répètent et d'éviter toutes les activités qui génèrent du retard dans la conception du code. Cela inclut toute activité qui ne contribue pas directement à l'atteinte des objectifs, fournir du code de bonne qualité répondant aux objectifs définis. Pour les développeurs, TDD est une surcouche de leur IDE, leur environnement de développement intégré. Et donc, il permet de concevoir des tests automatisés dans l'environnement du développeur, d'utiliser des méthodes et d'en vérifier le bon fonctionnement. Quand le fonctionnement est validé, nous savons que les résultats correspondent aux objectifs. La première activité autour duquel s'articule TDD, c'est la conception d'un test qui définissons ce que nous souhaitons que l'application réalise. On va concevoir ce test, mais comme on n'a pas encore défini de code, pour que ce test s'exécute, on aura une réponse négative. Deuxième activité, c'est de concevoir ce qu'il est nécessaire en termes de code pour que le test passe avec succès. Nous aurons alors une réponse positive, la barre verte. La dernière activité est de refactoriser, c'est-à-dire de supprimer les duplications, de simplifier, de généraliser le code, etc., de façon à ce que l'application soit efficace et de bonne qualité. Et ensuite, on recommence jusqu'à ce que tous les tests passent avec succès et que l'application puisse enfin être livrée au client. Alors, c'est bien entendu un travail répétitif, mais c'est relativement simple dans la mesure où ça évite de perdre du temps. Première chose qui a toujours été importante au cours de mes 15 années de développeur et ensuite comme testeur, c'est d'avoir du code propre, du code qui fonctionne. L'intérêt
c'est quand nous revenons, après quelques jours, quelques mois ou quelques années sur du code, ou quand l'un de nos collègues revient sur du code que nous avons écrit, il est nécessaire de pouvoir comprendre rapidement ce qui se passe et de le corriger, de le modifier si besoin, sans générer de défauts supplémentaires. La solution Test Driven Development permet de développer et de concevoir du code propre sans se préoccuper de longues périodes de mise au point minutieuse ou de documentation de code. Les grands principes du développement, tels que le respect de bonnes pratiques, ne sont bien entendu pas supprimés quand on utilise du TDD, mais au contraire réaffirmés, tout comme l'élimination de duplication de code ou la conception de modules avec une forte cohésion et un faible couplage. Pour rappel, la cohésion d'un module, c'est le fait que toutes les méthodes, classes et fonctionnalités sont incluses dans ce module, et le faible couplage revient à dire que le module est indépendant des autres modules, ce qui permet d'éviter les effets de bord en cas de modification du module. Donc, la détection précoce de défauts via cette technique de TDD nous permet de réduire l'introduction de défauts, de permettre des livraisons plus fréquentes, et aux testeurs, cela leur permet de se focaliser sur des comportements qui sont plus complexes. Par exemple, ceux qui sont liés à l'interaction de divers modules les uns avec les autres, surtout au niveau fonctionnel, et aussi de permettre de concevoir des tests exploratoires, par exemple, lors des activités de tests d'intégration et tests système. Bien. Sur cette slide, nous avons une représentation du cycle en V, au moins pour les aspects théoriques. Cependant, ce cycle en V est principalement un cycle qui aura tendance à être comme ceci, c'est-à-dire avec un décalage vers la fin, ce qui réduit, vers la fin du projet, ce qui réduit bien entendu la durée des tests qui est marquée ici en vert. Si nous nous limitons à des tests manuels, il est évident que l'on n'aura pas suffisamment de temps pour tester toutes les caractéristiques, qualités, de façon suffisante, et pour pouvoir corriger les anomalies que nous allons trouver. Donc, on devrait utiliser du test automatisé. Cependant, le test automatisé sur base des concepts traditionnels nécessite que l'application existe. Donc, on ne peut le commencer aussi qu'à partir du moment où les composants et les composants sont développés et intégrés. Conclusion, on a aussi très peu de temps. Donc, il pourrait être intéressant de passer à une vision où l'on fait du test le plus tôt possible. Et la solution est de tester tôt, c'est ce que l'on appelle quelquefois en agile le shift left, et donc de faire du test automatisé relativement précocement au moment, par exemple, du développement. Alors, pour contrer l'impact négatif d'un développement séquentiel, cycle en V ou waterfall, la communauté agile a proposé de nombreuses solutions extrapolées de production manufacturière, y compris l'utilisation de Kanban, etc. Il y aura, selon cette vision agile, de nombreuses itérations, des sprints selon la terminologie Scrum, et chaque itération a une durée plus ou moins courte. Quand on fait du codage et des tests unitaires, on aura une itération de l'ordre de minutes. Quand on fait du test d'intégration, ce sera plutôt des termes d'heures. Quand on va faire des tests d'acceptation, ce sera plutôt de l'ordre de jours. Mais je préférerais ne pas utiliser ce terme acceptation, parce qu'en fait, on n'est pas réellement en train de faire accepter l'application par les clients ou par les utilisateurs. C'est plus une vérification des caractéristiques fonctionnelles et donc une vérification de fonctionnalité. Le code livrable ne veut bien entendu pas dire que le code est complet. Quand on fait du TDD, quand on fait des développements agiles avec Scrum, rien ne nous garantit que le code livré à la fin d'une itération, d'un sprint, soit réellement livrable. Il est potentiellement livrable, mais si nous avons 100 fonctionnalités, 100 stories à livrer, et que nous faisons 10 stories
par itération, il est évident qu'à la fin de la première itération, il y aura encore 90 stories qui n'auront pas été construites, et donc le produit ne sera probablement pas suffisamment complet pour être livré. À la fin de la deuxième itération, nous aurons 20 stories, les 20 de la première plus les 20 de la deuxième itération courante, mais ça veut dire qu'il reste encore 80 stories qui ne sont pas livrables. Donc, en plus de cet aspect d'incomplétude de l'application, il peut aussi y avoir d'autres bonnes raisons de ne pas livrer à la fin de chaque application. Et donc, on se retrouvera dans un développement qui est relativement proche d'un développement séquentiel. Parmi les raisons de non-livraison, outre l'absence de disponibilité de fonctionnalités importantes, non développées, il y a bien entendu aussi tout ce qui est lié aux soucis de mise en production, d'utilisation, d'opération, etc. Pour chaque itération, en plus de la première, il faudra vérifier que les fonctionnalités développées dans cette itération n'ont pas généré de régression sur les fonctionnalités des itérations précédentes. Donc, un certain niveau d'automatisation des tests, ce qui est, entre autres, fourni par du TDD. On voit que TDD et ISTQB sont bien deux domaines d'application différents, mais qui se complètent. En termes d'âge, c'est à peu près similaire à une dizaine d'années de différence. TDD est plus à destination des développeurs, alors que l'ISTQB est à destination des testeurs. TDD est intégré directement au concept d'agilité, à DevOps, à la livraison continue, alors que cet aspect d'agilité a été développé en 2014 par l'ISTQB. Cependant, TDD ne dit strictement rien sur les techniques de test, ce qui fait que finalement, et on va le voir dans quelques slides, les développeurs sont un petit peu laissés à l'abandon sur quelles choses il est nécessaire de tester, alors que l'ISTQB est bien entendu focalisé sur ces aspects de test. De la même manière, l'ISTQB couvre tous les niveaux de test, alors que TDD ne couvre que les tests unitaires. Alors, comme support, si vous souhaitez apprendre un petit peu plus sur le Test Driven Development, je vous suggère le livre de Kent Beck, qui a aussi servi de base à l'exemple que je vous propose. Le principe du TDD, c'est bien, comme je l'ai dit, de concevoir un test, d'exécuter les tests et voir le nouveau test se planter, d'effectuer quelques corrections, d'exécuter tous les autres tests pour voir s'ils continuent à passer avec succès, et ensuite de supprimer les duplications pour se faciliter l'existence. Bien, je vous propose de commencer la démonstration. C'est une application qui est extraite du livre de Kent Beck, où l'on va utiliser un projet. Ceci est un projet en Java. On voit que ce projet comprend le framework JUnit. C'est quelque chose que l'on peut voir ici dans la première partie de ce IDE, c'est-à-dire import JUnit framework test case. Cette extension nous permet de concevoir un test. Ce test va être test project, c'est une extension du test case, et donc nous allons écrire notre test de la multiplication, et l'on va dire que 5 $, c'est 5 fois $1, et on va vérifier si c'est bien le cas. Donc nous allons écrire le test, et écrire tout ce qui reste à faire. Par exemple, s'assurer que 2 fois 5, c'est bien égal à 10 $, que 5 $ plus 10 francs suisses, c'est égal à 10 $ si le taux de change du franc suisse pour le dollar est 2 pour 1. Bien entendu, on peut aussi faire un certain nombre d'autres choses. Ceci est quelque chose que nous allons écrire dans notre liste de choses à faire, notre to-do list. Cette partie de la formation est extraite d'une formation TDD que nous proposons. Bien, nous voyons que quand on veut exécuter cette classe, ça se compile pas correctement. On voit qu'il y a une erreur de compilation, et on a aussi une barre rouge qui démontre que l'application ne s'exécute pas, que le test, ne s'exécute pas correctement. Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit créer une classe $. C'est évident, si on n'a pas de classe $, on peut difficilement la tester. On va donc devoir créer un constructeur, on va devoir créer la méthode times, vu que l'on fait times 5
5.times, et bien entendu, on va aussi devoir créer un champ amount, vu que l'on utilise ce champ amount dans notre vérification d'égalité. Ensuite, une fois que nous avons créé tout cela, nous allons pouvoir vérifier si tout fonctionne correctement. C'est-à-dire, nous allons pouvoir compiler, ça compile correctement. Par contre, ça ne fonctionne toujours pas quand on l'exécute. En fait, on a la barre rouge, et le résultat, c'est qu'on a bien notre test qui se passe, mais qui nous dit que l'on attendait 10, c'est normal, c'était 2 fois 5, mais que l'on a 0. Donc, la solution la plus facile pour obtenir 10, c'est bien entendu de mettre 10 en constante dans les données. C'est ce que nous faisons. Nous mettons 10 lors de l'initialisation de la variable amount. Ensuite, nous exécutons et l'on obtient une barre verte. C'est vraiment pas du tout propre, c'est évident, mais ça nous permet d'avoir cette barre verte. Derrière, ce que nous allons devoir faire, c'est essayer de comprendre pourquoi le code ne fonctionnait pas initialement. Donc, on va remplacer le 10 par le produit du nombre de dollars et du facteur multiplicateur. On va vérifier que ça fonctionne, et on a en effet une barre verte. Cependant, il y a un souci, c'est-à-dire qu'en fait, le dollar change, le amount en dollars change chaque fois que l'on effectue une opération. La première fois, il est à 5, ensuite il passe à 10, etc. Donc, on va devoir corriger cela. Cependant, notre to-do list, on a pu obtenir notre résultat 10 en termes de dollars. On comprend bien qu'il peut être nécessaire pour nous de continuer et donc de rajouter une autre valeur, le produit, plutôt que d'utiliser un dollar ou un amount comme résultat. Donc on aura que le produit est un nouveau dollar et on va vérifier si tout fonctionne. Et ici, ce que nous voyons, c'est que, en effet, on a à nouveau une barre verte, on a une valeur correcte dans la vérification, et on peut donc mettre à jour notre liste de choses à faire. On peut continuer sur chacune des petites choses à tester en tant que développeur, sur chacune des fonctions, chacune des méthodes, et finalement, on obtiendra une liste de tous les cas de test que l'on peut voir ici, et on aura terminé l'ensemble de nos choses à faire qui sont dans notre to-do list. Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous ne pourrons bien sûr pas aller plus en détail sur chacune des itérations qui nous permet de concevoir cette partie de l'application. On voit que l'on a chaque fois avancé à tout petit pas par petit pas, en créant à chaque fois un nombre limité de lignes de test et de lignes de code. Dans notre formation TDD, chacune de ces étapes est détaillée afin de vous permettre de développer chacune des lignes de test et des lignes de code de l'application. Cela inclut la création de plusieurs classes et méthodes, y compris des méthodes de test dans la classe de test. Notre liste de choses à faire, notre to-do list, nous a servi à suivre l'avancement de notre développement et elle est maintenant terminée. On vient donc de voir comment utiliser la technique TDD pour concevoir du code. Bien entendu, ceci permet de développer une fonctionnalité. Donc c'est quelque chose qui a été développé au cours d'un seul sprint. Il est évident que l'on sera amené à développer plusieurs fonctionnalités, peut-être au cours d'un seul sprint ou au cours de plusieurs sprints tout au long du projet. Bien, est-ce que nous avons terminé avec le TDD? Est-ce que nous avons terminé avec notre activité? Eh bien non. En fait, on a quand même encore beaucoup de choses à faire. D'une part, s'assurer qu'il n'y a plus de duplication, parce que toute duplication, c'est du code que nous pourrions simplifier, et c'est un symptôme d'une conception à améliorer. Et il est possible que nous devions envisager d'autres tests. Par exemple,
Si nous avons une table avec des taux de change, eh bien, il sera nécessaire de s'assurer que cette table peut être mise à jour fréquemment. Nous avions un taux de change de 2 francs suisses pour 1 dollar. Il est évident que les taux de change ne sont pas des entiers. Il va falloir s'assurer que les taux de change sont des nombres à 4, 5, 6 décimales. Bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre leçon supplémentaire? Premièrement, que l'implémentation que nous avons ici est une implémentation. Vous pourriez bien entendu en avoir d'autres, chacun pouvant développer son code à peu près de la manière dont il le souhaite, avec d'autres tests, ce qui néanmoins donnera à peu près le même résultat. Dans notre implémentation, on ne l'a pas vu ici, mais on le verra dans la formation TDD si vous le souhaitez, nous avons utilisé une métaphore, c'est-à-dire une expression, mais cette expression pourrait être portefeuille, banque, coffre, que sais-je, ce qui nous permet de regrouper à un seul endroit toutes les informations qui, au lieu de cela, auraient été dupliquées. Nous avons aussi utilisé du polymorphisme, ce qui nous permet d'éviter de vérifier les classes, par exemple expression et monie, et d'utiliser une même méthode, la méthode reduce. Donc, on voit que nos activités en termes de TDD sont des activités qui doivent être itérées, et elles peuvent être itérées au sein d'une story, au sein d'un sprint, au sein d'une itération ou d'une intégration, et ensuite pour chaque mise en production de l'application. Alors, comparons cette manière de concevoir les choses par rapport à d'autres modes de développement. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que TDD est une méthode lourde? En fait, c'est un petit peu lourd dans la mesure où nous avons dû générer à peu près autant de lignes de test JUnit que de lignes de code Java. Donc en termes d'écriture de code, c'est un petit peu plus lourd qu'une méthode traditionnelle. Cependant, cette lourdeur est contrebalancée par une simplicité beaucoup plus élevée. On n'a jamais eu de grands paragraphes de code à écrire et à déboguer ensuite. Chaque test a pu être résolu en créant moins de 10 lignes de code à la fois. Nous pouvions écrire les résultats en dur avec des constantes, comme le 10 dont on vient de parler, quitte à les réécrire avec des variables une fois que le test fonctionne correctement avec les constantes. On n'a jamais eu de longues listes de bugs à traiter. En fait, strictement, on n'a jamais eu aucune anomalie, vu que nous avons résolu chaque défaut avant de fournir le code au testeur. La lourdeur de TDD est aussi compensée par une efficacité bien accrue. Notre code est propre, il est lisible, il sera facilement maintenable dans le futur. On a utilisé JUnit. Est-ce que ça prend du temps? Ça ne rajoute que 2 millisecondes à chaque test exécuté. On a effectué, lors de la création de, ce code, entre 120 et 150 exécutions de JUnit, soit moins d'une seconde de temps rajouté. Vous pouvez bien entendu comparer cela à l'activité de débogage effectuée par nos collègues développeurs quand ils conçoivent du code, et généralement c'est quand même beaucoup plus que 2 millisecondes. Est-ce que c'est complet? En fait, non. TDD nous permet principalement de faire du test fonctionnel. Et il est nécessaire aussi de nous assurer de la qualité du code pour tout ce qui est non fonctionnel. Cela peut être fait avec d'autres outils comme SonarCube et Lint qui sont des outils open source, ou avec d'autres outils d'analyse de code du commerce. Alors, je voudrais profiter de ce webinaire pour vous proposer aussi de développer un petit peu les aspects ATDD, Acceptance Test Driven Development, le développement dirigé par le test d'acceptation, et BDD. L'ATDD est une extension du Test Driven Development pour traiter des aspects d'acceptation par les clients. En fait, cela permet de définir une fonctionnalité souhaitée par le client ou son représentant, en Scrum on va l'appeler le Product Owner, via la création de scénarios d'utilisation. On va donc concevoir un ou plusieurs scénarios qui ne passent pas, bien entendu, parce que le code n'est pas encore présent, et ensuite de concevoir le code jusqu'au moment où chacun de ces scénarios passe avec succès.
Donc, les scénarios représentent les caractéristiques et fonctionnalités clients souhaités. Quand ils sont exécutés avec succès, on pourrait considérer que les caractéristiques sont couvertes correctement. En fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de définir des objectifs mesurables via des tests et de concevoir le code de la même manière que TDD. Cependant, même si c'est une surcouche supplémentaire de l'IDE, on ne va pas se trouver dans un mode de fonctionnement totalement identique. En effet, TDD envisage d'avoir une barre verte la plupart du temps, alors que quand on va travailler avec ATDD, eh bien, les scénarios prennent plus de temps à être conçus, et donc on se retrouvera avec une barre rouge beaucoup plus longtemps que dans le cadre de TDD. Par contre, seuls les scénarios qui ont été envisagés par les product owners seront définis, seront conçus, seront testés. Il se peut que certains cas particuliers n'aient jamais été identifiés lors de la définition par les product owners. C'est donc à l'équipe développeur-testeur d'identifier les scénarios à rajouter pour traiter des cas particuliers. Ce sont des choses qui sont quelquefois faites lors des phases de test unitaire, de test d'intégration ou de test système par du test exploratoire. C'est donc pour cela que les testeurs, les développeurs aussi, doivent connaître les techniques de test proposées par l'ISTQB de sa manière à identifier tout ce qui pourrait être défaillant. Lors d'une mise en place d'ATDD, on a une réunion de planning qui permet d'identifier entre les parties prenantes métiers et les parties prenantes développement et testeurs, si on a défini des critères d'acceptation pour cette stories. Pendant cette discussion, on pourrait identifier d'autres exigences et peut-être scinder des exigences plus complexes en exigences plus simples et en stories plus simples. Cela peut bien sûr nécessiter la création de nouvelles stories. Dès qu'on comprend ce que le logiciel doit faire, ou ne pas faire, on peut commencer à décrire nos tests d'acceptation en collaboration avec le métier. Maintenant que nous avons les tests plus ou moins définis, nous pouvons les capturer dans un format qui fonctionne avec notre framework d'automatisation des tests. Il y a un nombre important de frameworks d'automatisation qui supportent la conception de tests avant la création du code. Nous avons Fit, Fitness, Concordian, Robot, etc. Il y en a d'autres. Nous avons donc la possibilité de définir nos cas de test détaillés, nos scénarios de test, et de les disposer, par exemple, dans une table. Ces tests peuvent être décrits simplement, mais doivent inclure à la fois des cas passants et des cas non passants. Dans la partie suivante du test, quand nous implémenterons le logiciel, nous rattacherons nos tests au code. Quand nous implémentons, quand nous développons le code, si les développeurs suivent une approche TDD, ils vont exécuter des tests d'acceptation et ils vont les regarder se planter, ce qui est parfaitement raisonnable vu que le code n'a pas encore été développé. Les tests ont été définis, mais pas encore automatisés. Certains frameworks, par exemple Robot, permettent d'utiliser des mots-clés et des arguments pour définir les tests. On va donc se trouver avec du keyword-driven testing. D'autres ne le permettent pas. Selon les frameworks, les tests unitaires sont définis au niveau TDD et peuvent être créés automatiquement, comme nous avons vu cela il y a quelques minutes. Une fois que le code est créé, eh bien, on peut montrer, démontrer, exécuter l'application et donc montrer au product owner l'application telle qu'elle a été définie. Si c'est bon, on peut mettre en production, on peut passer aux stories suivantes, si ce n'est pas le cas, et on peut corriger. Donc on voit qu'on a des livraisons assez fréquentes de choses pouvant être livrées. Comment fonctionne ATDD? Faisons une petite synthèse. On voit bien que dans le cadre de projets agiles, par exemple avec l'implémentation de Scrum, nos exemples, nos scénarios sont définis dans la première partie du sprint, c'est-à-dire par exemple la première semaine, si on parle d'un cycle de 3 ou 4 semaines. Ils vont être définis, automatisés, et puis vérifiés et exécutés tout au long de la durée du sprint. Contrairement à TDD, il n'y a pas qu'un seul test failed à la fois, et donc ATD implique la conception de plusieurs tests, plusieurs scénarios d'acceptation.
ces tests resteront faits plus longtemps que dans le cas de tests TDD, vu que la conception de tests fonctionnels est plus longue. La gestion des régressions est cependant simplifiée. Une fois qu'un scénario est passé avec succès, toute évolution future qui le rend failed est une régression. Et bien entendu, ça c'est toujours si l'on reste à isofonctionnalité. Donc on se rend compte que ce n'est pas réellement de l'acceptation au sens ISTQB du terme, mais c'est plus une vérification, je dirais, fin de test d'intégration ou courant test système. Bien, nous avons vu TDD, nous avons vu ATDD, voyons BDD. BDD, c'est Behavior Driven Development, c'est-à-dire développement dirigé par le comportement. L'élément principal est ici que l'on se focalise sur le comportement fonctionnel de l'application plutôt que sur l'acceptation ou un fonctionnement de bas niveau. Le principe est similaire au ATDD. On va donc avoir un objectif de compréhension commune entre développeurs, testeurs et product owner ou représentants métier, et on va définir cela sous forme d'un langage commun qui permettront à chacune des trois personnes ou des trois amis, quelquefois appelés les trois amigos, d'avoir une compréhension commune de façon à éviter les ambiguïtés, de façon à bien comprendre ce qui est important pour les uns et pour les autres, et d'éviter de ce fait des retards. En termes de valeur ajoutée, on va essayer de se focaliser sur ce qui est le plus important pour le client final, ce qui a le plus de valeur ajoutée, et à partir de là, développer d'abord les scénarios à forte valeur ajoutée. BDD est une fonctionnalité, une pratique agile, c'est-à-dire que l'on va d'abord concevoir des tests, on va donc créer des scénarios qui vont représenter des stories par exemple, et ces scénarios sont développés dans un langage partagé tel que Gherkin, Cucumber, etc. À partir de là, chaque scénario sera scindé en diverses étapes. À la sortie de chacune de ces étapes, on va créer des classes de tests, et donc on va se retrouver avec du test unitaire, du TDD, et l'on va pouvoir concevoir le code de façon à répondre aux besoins des tests unitaires, aux besoins des tests de type TDD. Et on trouve systématiquement dans le BDD ces éléments. Certes, ce n'est pas le fondement de cette pratique, mais c'est bien pour essayer d'adapter TDD à une approche agile plus efficace. Nous pouvons bien entendu comprendre que BDD est un développement itératif et incrémental, et que comme pour tout processus agile, il impliquera tous les membres de l'équipe, testeurs, développeurs et représentants du client. Pour faciliter la compréhension entre ces membres de l'équipe, eh bien, il sera nécessaire d'avoir un langage commun, et la documentation du code des tests fera que le code sera plus facile à comprendre pour les autres développeurs, pour les testeurs, pour le client et pour les développements futurs. Exactement comme pour ATD, les comportements aux limites, les valeurs particulières, erronées ou non, etc., doivent être pris en compte au même titre que les besoins métiers. Donc les trois amis doivent collaborer à la définition des scénarios et des stories. Vu que les critères d'acceptation sont automatisés, ils deviennent non ambigus, connus de tous. Le seul bémol que je mettrais, c'est qu'ils devraient aussi comprendre des critères d'acceptation contractuels. Le niveau où s'utilise BDD correspond principalement à ce que l'ISTQB appelle du test système, et principalement au sein du test système dans des tests fonctionnels. Les niveaux inférieurs, tests unitaires et tests d'intégration, vont plus utiliser du TDD. On comprend bien que des tests supplémentaires manuels, ici aussi, comme du test exploratoire ou du test de performance, bon,
sachant que le test de performance n'est pas manuel, devront aussi être exécutés, mais on a peut-être un petit peu plus de temps pour tester l'application au moment où on a l'intégration de tous les composants. Bien, si l'on souhaite mettre en œuvre BDD, cela veut dire qu'on a une obligation de modifier la manière de coder des développeurs. Ils doivent, avec les product owners et les testeurs, mettre en place un langage commun. Et de cette manière-là, on aura une définition claire et compréhensible par tout le monde du comportement de l'application. Bien entendu, c'est principalement du comportement fonctionnel, mais on pourrait envisager aussi un comportement non fonctionnel. Comme les scénarios et les comportements attendus sont développés par les concepteurs, les product owners doivent être à disposition des concepteurs et des testeurs. Donc une disposition géographique et une disponibilité en termes de temps est extrêmement importante. C'est souvent mal compris par les product owners. Le langage commun est très utile pour pouvoir éviter des ambiguïtés, des incompréhensions. Comme toutes les méthodes de développement agile, il est attendu une collaboration fréquente entre testeurs, développeurs et product owners. Ça veut dire, bien entendu, une localisation géographique sur un même plateau de développement, par exemple, et une équipe de taille relativement modeste. Sinon, la colocalisation ne peut pas fonctionner correctement. De la même manière, cette colocalisation permet de partager sur des tableaux blancs avec des notes de type post-it des informations d'avancement de chacune des stories. Il est évident qu'il y a d'autres manières de faire, il y a des outils qui nous permettent de mettre en œuvre du BDD, du TDD ou de l'ATDD via du partage de tableaux, mais le gain est peut-être pas aussi important que ce que vous ne pourriez avoir si les gens étaient réellement colocalisés. Bien, faisons une petite synthèse de nos diverses méthodes, nos divers modèles du TDD principalement. Nous avons vu qu'on va travailler par toutes petites itérations. Ce sont des itérations de quelques minutes. On va faire de petits tests, on va faire derrière des petits développements, on va fournir de nouvelles fonctionnalités, et petit à petit, on va développer du code. On ne va pas faire des tests trop gros. Si on a des tests qui sont trop gros, eh bien, il vaut mieux le scinder en plusieurs petits tests plus simples. Si l'on a des composants qui ne sont pas encore développés, eh bien, on va créer des bouchons. Et on peut le faire à la fois au niveau du test unitaire, au niveau du test d'intégration, voire même au niveau du test système, en créant des mock objects, tels qu'on les appelle en anglais. Et dès que la ressource, le mock object, est réellement développé, eh bien, on va remplacer ce mock object par le composant développé. Le principe est bien entendu identique pour tout ce qui est des codes d'erreur rares, par exemple des disques pleins ou des problèmes de réseau. Eh bien, vous pouvez créer un mock object qui va générer l'exception système et à partir de là, vérifier si votre application traite correctement de cette exception système. Et en troisième lieu, nous allons faire de la refactorisation, c'est-à-dire qu'on va simplifier, supprimer les duplications, réduire le couplage, augmenter la cohésion, et tout cela pour avoir des modules beaucoup plus, des composants beaucoup plus modulaires, beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à maintenir. Bien. Comparons l'utilisation de TDD et de ses dérivés selon les cycles de développement séquentiel ou agile, et cela via le prisme de l'ISTQB. On voit que dans un cycle séquentiel, par exemple au niveau contractuel, on va principalement faire du test manuel, alors que dans un cycle agile, on peut faire du test automatisé avec de la livraison continue, du BDD et de la TDD. Il est presque certain que dans ce cas-là, vous aurez aussi du test manuel avec du test exploratoire. Au niveau acceptation, c'est principalement manuel, je dirais, dans les deux cas, si ce n'est qu'on peut réutiliser dans les tests agiles.
les résultats des tests d'acceptation ATDD. Au niveau système de système, principalement manuel, voire l'utilisation de mock object dans du cycle agile. Quand on va parler du niveau système de l'ISTQB, eh bien, même dans du cycle séquentiel, on peut utiliser de l'ATDD ou du BDD, alors que c'est quelque chose qui est évident au niveau des cycles agiles, auxquels on peut bien entendu rajouter du cycle de test exploratoire. Pour le test d'intégration, tel qu'il est compris par l'ISTQB, on peut faire du BDD ou du TDD, et bien entendu, quel que soit le cycle de développement, on peut faire du TDD pour du test unitaire, voire pour du test unitaire de cycle agile ou de cycle séquentiel. La contrainte principale est que si vous souhaitez faire du développement agile et du TDD avec du code type legacy, c'est que vous aurez un problème parce que vous devriez, pour bien faire, concevoir tous les tests permettant de vérifier que le code legacy fonctionne correctement. Je vous propose donc de ne le faire que en dernier recours, si c'est réellement obligatoire, et dans la mesure du possible, uniquement pour les modules que vous allez modifier, ce qui limitera la conception de test uniquement aux classes et aux méthodes que vous allez modifier. Bien entendu, dans ce cas-là, aussi, une colocalisation des équipes est nécessaire. Alors, il y a un certain nombre de problèmes potentiels, ou en tout cas de choses auxquelles il faut faire attention quand on travaille avec du TDD. En général, TDD, ATDD, BDD, c'est principalement du test fonctionnel. Or, vous le savez, le test fonctionnel n'est pas la seule chose qu'il faut vérifier. Il faut aussi faire du test d'utilisabilité, de sécurité, du test de performance, voire du test de stress, que l'on va devoir faire le plus fréquemment possible, le plus tôt possible. La vérification des exigences des stories, elle est faite en séquentiel au début de chaque projet ou de chaque évolution, et en cycle agile au début de chaque projet et au début de chaque sprint. C'est-à-dire que en BDD, par exemple, vous allez faire ça de façon continue, en ATDD, ce sera regroupé en début de sprint, en TDD, ce sera aussi fait de façon continue. Il peut être nécessaire de faire des revues d'architecture, des revues de conception en cycle agile, alors que c'est réellement absolument nécessaire en cycle séquentiel. Est-ce que l'on est certain que le code sera livré de façon complète? L'objectif d'un développement séquentiel est de livrer du code complet. Par contre, ce n'est pas du tout garanti avec un développement agile si l'on prend les livraisons intermédiaires. Si par contre on prend les livraisons de fin de projet, là, une fois qu'on aura livré toutes les stories, en effet, le code est garanti. En termes de code optimisé, il faudrait que ce code soit optimisé avec du cycle séquentiel, cependant ça prend du temps pour pouvoir l'optimiser correctement. Avec un cycle agile, si l'on a une organisation correctement mise à jour, correctement refactorisée, c'est efficace. En termes d'outils, les outils sont optionnels pour des cycles séquentiels, alors qu'ils sont réellement requis en termes d'IDE, en termes de tests via des API, pour du cycle agile. Une chose, vous vous souvenez, quand on a parlé de nos divers tests, eh bien c'était des tests qui allaient directement agir sur des méthodes et des classes particulières. Et donc ce sont des tests qui vont être beaucoup plus stables que les tests habituels dans un cycle séquentiel qui sont faits par l'intermédiaire d'interface utilisateur. Donc, dans les deux cas, que ce soit du développement séquentiel ou du développement agile, on aura du test manuel. Ce sera requis pour les tests exploratoires, par exemple. C'est recommandé par l'ISTQB pour la majorité des deux autres activités de test, entre autres pour vérifier ce que l'on aurait oublié de coder. Bien. Alors, il est
évident que l'on peut parler de vélocité, c'est-à-dire de la capacité de production d'une équipe en termes de nombre de stories développées par unité de temps. On va donc pouvoir mesurer l'avancement de notre projet via la vélocité, et cette vélocité, c'est-à-dire le temps que l'on met pour développer une story, eh bien, elle va être définie de façon consensuelle entre développeurs, testeurs et product owners via des choses telles que du planning poker. En tant que test manager, vous voudrez peut-être vous assurer que l'application de TDD, de BDD ou de ATDD est aussi ou plus efficace que les méthodes de développement que vous avez jusqu'à l'heure actuelle. Donc, ce que vous pouvez utiliser, c'est le DDP, le Defect Detection Percentage, c'est-à-dire le pourcentage de détection de défauts, qui représente le nombre de défauts trouvés en production qui n'ont pas été trouvés pendant les tests. Vous pouvez bien entendu aussi développer du DDP pour, par exemple, du test système ou du test d'acceptation. Quelle que soit l'utilisation des métriques, et souvent cette utilisation est problématique parce qu'on a peur que les informations obtenues soient utilisées pour juger les personnes, ou bien alors parce que la récupération et la diffusion de ces métriques est lourde. TDD nous permet, via les IDE et les choses telles que JUnit, CPP-Unit, etc., d'obtenir des métriques de façon extrêmement simple et de pouvoir utiliser ces métriques tout au long du projet de façon à vérifier si on a mis en œuvre correctement TDD. Je prends un exemple ici sur le projet de développement que l'on a utilisé comme exemple. Nous avons eu 125 exécutions de JUnit avec moins de 5 minutes entre chaque itération de JUnit. Généralement, cette durée représente en fait le terme de la phase de réflexion, la phase de codage, permettant de vérifier que notre code est correctement développé. Notre objectif est d'essayer de limiter le nombre de modifications avant une refactorisation. Et nous voyons ici que la majorité des occurrences est de une modification, le maximum étant de 29, mais on est bien toujours avec une majorité de, je dirais, de moins d'une dizaine de modifications par exécution de JUnit. Si l'on regarde le code, eh bien nous avons 5 classes fonctionnelles, une classe de test, 22 fonctions fonctionnelles et 15 de test, et un total de 91 lignes de code pour 89 lignes de test. Donc on est à peu près à égalité entre les fonctions, les lignes de code et les lignes de test. La complexité cyclomatique, donc la difficulté de compréhension du code, est très proche de 1, et en termes de nombre de lignes par fonction, on se trouve avec 4 lignes par fonction pour tout ce qui est, ou par méthode, pardon, pour tout ce qui est du fonctionnel, du code, et presque 6 lignes par fonction, par méthode, pour tout ce qui est du ligne de test. Donc, on voit que le ratio entre les classes de test fonctionnelles et les classes de test, les classes fonctionnelles et les classes de test, est quasi identique. En termes de qualité du code, on peut bien entendu utiliser d'autres outils tels que les métriques fournies par SonarQube, par exemple. Cela nous permettra de vérifier si les règles de codage ont été correctement suivies. Bien, alors, la qualité des tests est aussi impactée par le Test Driven Development. La majorité des tests fonctionnels automatisés est effectuée via l'interface IHM. Cette interface utilisateur est sujette à de très fréquentes modifications. Et donc, nos tests devront eux aussi être remis en question périodiquement. Par contre, les tests de type TDD, comme on l'a vu, ils se focalisent sur des éléments les plus stables de l'application, les couches d'API, les couches en dessous même des interfaces CLI. Ils testent les briques qui servent à concevoir le code. Et donc,
ils pourront être gardés pendant toute la durée de vie de l'application. En termes de durée d'exécution, chaque durée d'exécution est négligeable. Donc on peut se permettre de faire un nombre extrêmement important de tests. Bien entendu, dans l'exemple que j'ai pris, on avait une exécution des tests de l'ordre de 2 secondes. Cependant, vous pouvez vous retrouver avec des exécutions qui sont plus longues. Dans ce cas-là, je vous suggère de prioriser vos tests et de ne faire qu'une partie de vos tests à chaque fois et de faire tous les tests chaque fois que vous sauvegardez le code dans votre gestion de configuration. Les tests de type TDD ne remplacent bien entendu pas les tests de performance, les tests de stress ou les tests d'utilisabilité. Ils ne font que vérifier les aspects de fonctionnalité. De la même manière, il sera aussi nécessaire de vous assurer d'avoir tout couvert, donc des outils de couverture de code, de traçabilité vers les exigences vous permettront de vous assurer que toute l'application a été correctement testée et est de bonne qualité. Alors, quand vous faites un reporting, que ce soit le reporting de test, que ce soit le reporting de développement, n'oubliez pas que vous devez fournir à vos lecteurs des informations utiles. Donc ne les noyez pas avec des tas de graphiques ou des tas de pages de documents inutiles. Chacun des acteurs du projet a des besoins particuliers. Donc identifiez leurs besoins, identifiez leurs objectifs et répondez à ces objectifs-là. Par exemple, les testeurs veulent savoir si les tests unitaires ont fonctionné correctement, peut-être aussi les composants les plus complexes, afin de focaliser leurs tests manuels. Les product owners, les responsables métiers, souhaitent savoir quelles sont les exigences qui ont été développées et qui sont prêtes à être testées en test d'acceptation. Les responsables de développement souhaitent mesurer la vélocité de l'équipe, si les règles de conception sont correctement suivies et s'il y a beaucoup de défauts qui restent. La direction, elle, s'intéresse principalement au délai et au coût. Donc chaque lecteur souhaite avoir une information pertinente et ne s'intéresse pas du tout aux informations à destination des autres lecteurs. Donc il est inutile, voire même presque contre-productif, de fournir un reporting complet non différencié à tous les participants. Essayez de faciliter le travail de vos lecteurs en sélectionnant dès le début du projet les diverses métriques qui vous permettront de répondre à leurs interrogations, y compris des métriques pour du TDD. Finalement, dites-vous que le reporting sert à prendre des décisions, donc il est nécessaire que les informations soient fournies en temps utile et soient exactes. S'il y a un manque d'exactitude, n'hésitez pas à définir des plages d'incertitude en disant que c'est la valeur plus ou moins 5%. Bien. Quelles sont les contraintes que l'on pourrait identifier comme étant liées à du TDD? Principalement, nous avons le fait qu'il faut un IDE, que le développement est principalement du développement orienté objet, avec du polymorphisme et principalement des nouveaux développements. Une partie non négligeable des tests logiciels actuellement en utilisation sont des tests de type, ou en tout cas des logiciels de type legacy. Et donc, c'est relativement difficile à mettre en œuvre du TDD sur ce type de code. Certes, il existe des extensions de type XUnit pour du COBOL par exemple, mais mettre en place une solution TDD sur du code ancien se révèle économiquement peu rentable. TDD est une surcouche de l'environnement de développement, de l'IDE, et donc il nécessite des outils et des IDE qui le supportent. Des outils tels que JUnit, JBehave pour du test de comportement, et des IDE tels que Java avec l'IDE Java, Eclipse, mais vous avez d'autres IDE tels que Visual Studio qui vous permettent aussi de faire du TDD. On se rend compte que la conception émerge petit à petit au travers des diverses itérations. Ça ne veut pas dire qu'elle sera automatiquement de bonne qualité ou meilleure que ce qui aurait pu être obtenu par une conception traditionnelle, mais ça permet quand même de livrer quelque chose de bonne qualité dans un délai relativement court. Bien, avantages et inconvénients du TDD.
Premièrement, en termes d'avantages. On peut avoir confiance dans le code est garanti, systématique et automatiquement testé, les tests sont rejouables et toute modification du code donne lieu à l'exécution des tests unitaires, vous garantissant l'absence de régression. Chacun des tests correspond à un cas de test fonctionnel, et donc on a, via les tests, une documentation automatique du code. En termes d'inconvénients, il y a un coût d'entrée qui est quand même relativement élevé. Il faut réapprendre à coder. On va complètement changer sa manière de développer. On va concevoir des petits tests, et derrière, on va exécuter quelques lignes de code, concevoir quelques lignes de code qui vont remplir ce test. Donc, le coût d'écriture du test est bien entendu un surcoût, et il est évalué à peu près 20%. Ce n'est pas une baguette magique. Ça peut être intéressant dans des applications qui comportent beaucoup de logique métier et sur lesquelles la majorité des efforts de validation portent sur cet aspect de validation fonctionnelle. Un autre inconvénient est la non-maîtrise du code. Il arrive que le code évolue avec un design qui ne soit pas souhaité par rapport à une méthode de développement traditionnelle où il y avait une phase d'analyse particulièrement longue. Le design évoluant au fur et à mesure, il peut ne pas évoluer correctement. En termes de BDD ou de ATDD, l'intérêt c'est, ou en tout cas les avantages, c'est que nous avons à l'heure actuelle beaucoup d'outils qui nous permettent de faire ça. Il y a un langage commun qui nous permettra de partager le concept métier avec l'équipe de réalisation, et donc de concevoir des scénarios qui sont à la base des diverses fonctions et méthodes qui sont développées. En intégrant les trois amigos, on se trouve avec une solution qui est relativement efficace pour limiter les ambiguïtés et les incompréhensions. Comme inconvénient, j'identifierai le fait que ce sont plus des états d'esprit que de réelles méthodologies avec un objectif. ATDD, BDD et TDD nécessitent une disponibilité forte de la part des représentants métiers et l'impact en termes de mode de conception et d'habitude de programmation peut aussi générer un certain nombre d'inconvénients pendant une phase d'apprentissage. Il est évident que dans certains domaines, TDD, BDD et ATDD ne seront pas applicables. Je pense par exemple à des applications où il y a du matériel et du logiciel. Ce sera beaucoup plus facile de concevoir du logiciel que de mettre en œuvre du matériel. Bien. Nous avons donc vu les avantages et les inconvénients, à la fois de TDD et de BDD. En termes de compatibilité, TDD n'implique pas l'abandon des méthodes et techniques préconisées par l'ISTQB. Je dirais même au contraire. TDD s'applique au développement et aux tests de composants, et donc il sera nécessaire que les développeurs maîtrisent les techniques de test préconisées à ce niveau par l'ISTQB. Les BDD et ATD se focalisent sur les éléments fonctionnels. Les techniques non fonctionnelles préconisées par l'ISTQB sont bien entendu nécessaires et nous permettront d'assurer la qualité des logiciels. ATDD et BDD devront être complétés avec d'autres techniques de test manuelles ou automatisées, par exemple celles que l'on peut trouver au niveau des formations d'analystes de test et d'analystes techniques de test avancés. Et dans les deux cas, nous aurons bien entendu l'utilisation de tests automatisés avec des outils particuliers. Bien, nous arrivons maintenant à la fin de notre formation, de notre présentation, et nous allons pouvoir répondre aux diverses questions qui sont posées. Comme vous le savez, TESCO propose aussi des formations depuis 16 ans, des formations méthodologiques, des formations techniques, des formations maintenant aux outils avec XUnit, JUnit, JBehave, etc. Des formations à d'autres outils tels que Tricentis Tosca, SquashTA, SquashTM, Selenium, etc.
Je regarde les questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions si besoin. Alors, la première question est de Thomas. Quel est le positionnement du testeur dans le TDD ou ATDD? Est-il interne à l'équipe? Est-il transverse sur plusieurs équipes? Comment assurer la pertinence de la stratégie sur des périmètres aussi variables? Alors ça, ce sont trois questions différentes. Premièrement, le positionnement du testeur dans TDD, ATD ou BDD, je dirais qu'il est interne à l'équipe. Peut-il être transverse sur plusieurs équipes? Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas l'être. Le testeur fait bien partie des trois personnes ou des trois amigos sur l'équipe. Il est donc tout à fait normal que, en termes d'activité, il soit dans chacune des équipes. Il peut être amené à aider les développeurs à concevoir de nouveaux tests. De la même manière, il peut faire du test manuel pour pouvoir répondre clairement aux choses qui auraient été mal comprises. Bien. Comment s'assurer de la pertinence de la stratégie sur des périmètres aussi variables? Ça, c'est au testeur de faire son métier. Et les stratégies de test, vous allez devoir soit les faire par les testeurs, soit par les test managers. Autre question de la part de Radwan. Bonjour, quel est le rôle du test manager dans une organisation agile? Est-il toujours d'actualité? Le rôle du test manager dans une organisation agile est en effet toujours d'actualité. Par contre, il va peut-être superviser plusieurs organisations, plusieurs développements agiles. L'objectif pour lui sera, comme d'habitude, de définir une stratégie, d'identifier ce qui doit être testé, comment on va le faire, la priorisation des différentes activités. À ce titre, il doit donc participer aux réunions entre les product owners, les développeurs et les testeurs. Il peut aussi définir les composants qui vont être testés avec du test de type exploratoire, manuel, etc. Autre question de la part de VTA. Alors, combien de temps avez-vous besoin pour maîtriser TDD? Je dirais moins d'une semaine. Ensuite, comment optimiser la maintenance de ces tests automatisés devant être régulièrement mis à jour? Question de Thomas. En fait, les petits tests sont mis à jour directement par le développeur chaque fois qu'il doit travailler sur le code en question. Tant que le test n'est pas passé avec succès, c'est-à-dire une barre verte, et donc aussi à chaque fois que le test ne fonctionne pas correctement, qu'il y a une barre rouge, il est amené à devoir vérifier, maintenir ces tests automatisés. Bien, une question de JN. Le client doit-il être obligatoire agile avec ISTQB? Alors, la question n'est pas extrêmement claire. Ce que j'en comprends, c'est est-ce que le client doit suivre une formation agile ISTQB? Non, pas obligatoirement. C'est recommandé, bien entendu, pour les testeurs, peut-être pour les développeurs, encore que là, je leur recommanderais aussi une formation TDD. Est-ce qu'il doit être présent dans des équipes agiles? Oui. Il faut obligatoirement qu'il soit à disponibilité, ou en tout cas relativement proche de l'équipe de développement. Bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme question. J'ai l'impression qu'il y a... une préconisation de la part de Thomas. Avez-vous une préconisation d'outils pour suivre la couverture des tests ainsi que leur pilotage? Alors, ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Il y a des outils open source, il y a des outils commerciaux. J'ai utilisé pour la présentation ici de
il y a moyen de développer des outils et d'utiliser ces outils de façon relativement correcte. Quelquefois, il est nécessaire de développer des choses un petit peu plus sophistiquées, mais là, c'est pas très très difficile. Suivre la couverture ainsi que le pilotage. Alors, le pilotage des tests, ça c'est au niveau du suivi de vos exigences, donc mesurer l'exécution du développement de chacune de vos exigences me semble tout à fait évident. Vous pouvez le faire avec des outils de type JBA, vous devriez pouvoir le faire aussi avec simplement, je dirais, tous les outils de gestion d'exigences habituels. Bien, alors, qu'est-ce que nous avons comme autre? Ça c'est fait. Alors, nous avons une autre question de la part de Thomas sur... Ok, préconisation d'outils en ATDD. Non, je n'ai pas de préconisation d'outils particulière en ATDD. Autre question de la part de VTA. Quelle est la place du TDD au sein des entreprises? Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Alors, c'est de plus en plus utilisé, entre autres parce que le développement agile prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que c'est la seule solution? Non, certainement pas. Il y a certaines entreprises qui refusent l'utilisation du TDD, ou du BDD, ou de l'ATDD, parce qu'ils considèrent que cette solution n'est pas la meilleure. Je pense que des applications où vous avez du test de composants matériels ne sont pas tout à fait adaptés à du développement de type TDD. Je suis à votre disposition par email si vous le souhaitez, donc boms@tescogroup.com, et je vous remercie de votre attention et de votre participation. À bientôt pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 11 juin et qui portera sur les métriques et les mesures du test.